La fête battait son plein dans une orgie de sons et de musique, de cris et d'appels. Les tohérés et les grands tambours annonçaient les groupes de danse qui se succédaient devant les aris et leurs invités. L'île entière avait répondu à l'appel de Taharoa, et les gens s'étaient massés au sol sur des pewés, des feuilles de bananier, ou à même la terre soigneusement balayée. Couronnés de fleurs et vêtus de rouge, Taharoa et Rumia, qui recevaient l'hommage de Mataya, irradiaient de bonheur et le montraient. Leurs deux fils étaient assis face à la foule. Omai, l'héritier que chacun regardait avec un respect mêlé d'une retenue tout à fait inconsciente. Et Tumata, le rieur, insouciant et joyeux garçon, fort et adroit, dont les facéties réjouissaient le cœur d'un peuple toujours prêt à rire. « J'ai envie de danser avec eux, Omai », dit soudain Tumata qui n'en pouvait plus d'immobilité. « Tu viens avec moi ?»« Aïta, petit frère, vas-y seul, je te regarderai. » Tumata se leva, s'inclina devant son père pour lui demander la permission, et, sur un geste approbateur de l'Arii, il s'élança dans le cercle des danseurs en se plaçant devant la plus jolie et la plus habile des vaïnées du groupe. Alors, parmi les applaudissements ravis des spectateurs, il commença une série d'évolutions étourdissantes et hardies. Tournoyant autour de la danseuse, bondissant comme un diable, arrachant à l'un sa lance d'apparat pour en pourfendre un invisible ennemi, achevant dans un tamouré frénétique appuyé d'un long roulement de tambour. Sa prestation terminée, il offrit cérémonieusement sa couronne, qu'il n'avait point perdue, à sa partenaire essoufflée, et les assistants lancèrent des fleurs dans sa direction pour le remercier d'un tel spectacle. Tumata revint s'asseoir aux pieds de son père, tandis que les applaudissements se prolongeaient de façon insolite. Taharoa fronça les sourcils, intrigué, et se pencha vers Ravera. Que demande-t-il ? Tous les regards convergeaient maintenant vers Omai, qui n'avait pas bougé. Les mains levées dans sa direction, comme pour l'attirer, la foule réclamait son futur Arii. Habituée qu'elle était depuis longtemps aux performances des jeunes héritiers à Taviri. Erimai, scandait-on, Erimai, Omai Arii. On connaissait peu Omai, du fait même de sa discrétion et de ses rares apparitions en public. Et on demandait une démonstration des dons qui prouverait sa supériorité d'Arii. Taharoa, qui savait la retenue de son fils, s'apprêta à faire taire l'assistance lorsque le bras de Ravera le retint. « Attends, Taharoa, ton fils est seul juge de ce qu'il convient de faire. Regarde. » Omai s'était levé d'un geste déterminé. Et, rejetant son tiputa, il apparut vêtu d'un simple parure rouge, noué à la taille, grand et mince, la poitrine lisse et nue.
La foule, échauffée par la boisson et les mets généreusement distribués par l'Arii, continua à scander le nom de l'héritier royal tandis qu'il approchait d'un garde et lui réclamait une torche. « Mais que veut-il faire ?» s'inquiéta Tahoa, alors que les cris s'atténuaient peu à peu. Un frisson de plaisir noya les reins de Ravera, qui avait déjà compris. Une onde d'amour étrange pour cet enfant qui, il le savait, allait devenir son maître. Omaï décidait de sortir du silence, de s'imposer, et de dévoiler une partie de ce pouvoir qui intriguait tant son père et les habitants de Mataya, subjugués par sa personnalité hors du commun. Un garde apporta un fagot de bois en face des Arii et tendit sa torche à Omaï, qui, levant haut la flamme, revint vers Tahoa et le fixa longuement, comme pour lui communiquer un message. Enfin, se tournant vers Ravera, il inclina la tête. « Je suis Omaï, murmura-t-il. Je suis Omaï aux deux visages, et le feu sera ma puissance. » Il jeta la torche sur le bois qui s'enflamma peu à peu, et, sans une hésitation, il y posa son pied nu puis s'assit dans le feu qui s'éteignit. Un silence total couvrit les spectateurs, abasourdis d'une telle audace, et Tahoa ne put s'empêcher de se lever, tandis que Romia étouffait un cri de peur. Mais Omaï se dirigeait déjà vers le brasier qui brûlait en retrait de l'air du spectacle, et l'on s'écarta pour lui laisser le passage. « Ton fils n'a rien, regarde-le maintenant. Il veut montrer à son père et à son grand-père qu'il est courageux et que ses dons se situent au-delà des prouesses sportives. C'est un enfant choisi par nos dieux, dit Ravera. » Omaï s'arrêta devant le feu pour attendre que Ravera se rapproche et, sans tourner la tête, lui parla très bas. « Supporte-moi, Ravera, aide-moi de ta volonté, de ton pouvoir. Je dois réussir. » Ravera vint se placer derrière lui, à le toucher, et ils se concentrèrent un long moment, comme ils avaient appris à le faire chaque jour, au cours de leurs nombreuses expériences, où Omaï se familiarisait avec la puissance du feu, forgeait sa volonté, développant en lui le don rare qu'il avait reçu, et apprenait, grâce à l'expérience de son oncle Tahoa, à s'en servir sans danger. « Va !» dit Ravera lorsqu'il le sentit prêt. Et l'enfant avança vers le brasier. Cette fois, Tahoa tendit la main pour le retenir, mais Vanna prévint son geste. « Attends, mon fils, attends. Il ne risque rien. »« Père, ce feu est dangereux, » protesta Tahoa interdit. « Pour tout autre que lui, oui. Mais Omaï ne craint rien, je le sais maintenant. » Omaï disparut d'un seul coup, tandis que la foule apeurée reculait instinctivement dans un soupir. On vit un instant sa silhouette se détacher dans les flammes. Puis, dans un silence de mort, il réapparut de l'autre côté, calme, serein, sain et sauf. Sur un ordre du Tahoa, les prêtres du Marae apportèrent des branches de thym qu'ils passèrent avec délicatesse sur son corps. Et Ravera fit signe à la garde des Hivas qui l'entoura, le dérobant aux acclamations de la foule énervée par cette démonstration insolite. « Ton fils va bien, Tahoa, » assura Ravera avant de s'éloigner à sa suite. « Mon rôle est maintenant d'être auprès de lui. Je viendrai te donner des nouvelles plus tard. » Les tambours battirent pour saluer la sortie des Hivas, encadrant Omaï et Ravera, alors que, dans un paroxysme d'enthousiasme, musiciens et chanteurs improvisaient un outé endiablé sur la scène extraordinaire à laquelle ils venaient tous d'assister. Akakino,
Tagout.